Donc je vais vous parler, je parlais d'éclairage tout à l'heure, ça veut dire que je vais vraiment me concentrer sur plutôt éclairage, ça veut dire que c'est vous qui envoyez, qui émettez de la lumière pour différentes choses, hein, pour s'éclairer, pour communiquer, pour des choses comme ça. Et puis il y aura donc les phénomènes naturels d'éclairage, c'est la fluorescence et la bioluminescence. Je vais vous rappeler très rapidement ce que c'est, ce sera les seules fois où on fera un petit peu de physique. Et puis je parlerai aussi de une façon de gérer la lumière. Gérer la lumière, ça veut dire en faire ce qu'on veut, l'arrêter, la faire tourner, la faire disparaître, la concentrer, etc. Et tout ça peut se faire aujourd'hui dans ce qu'on appelle les cristaux photoniques. Donc c'est des choses que tous les laboratoires de physique du monde essaient de fabriquer, mais qui existent dans la nature depuis plusieurs centaines de millions d'années. Voilà, donc très rapidement, je vous rappelle ce que c'est que la fluorescence. Ce sera la seule fois où on fera un peu de la physique. Donc la fluorescence, c'est un phénomène en fait d'échange, d'interaction entre la lumière et puis un atome. Donc c'est des échanges d'énergie. Donc ce que vous voyez là sont des niveaux d'énergie d'un atome. Vous envoyez de la lumière très énergétique, des ultraviolets ici, et puis voilà, cet atome absorbe cette énergie, il monte sur un état là-haut qui est instable, c'est-à-dire que l'atome n'a qu'une envie, c'est de redescendre, et principe de conservation de l'énergie, cette énergie doit la renvoyer. Alors comme il est passé par un petit état intermédiaire, vous voyez en haut là, eh bien l'énergie qui sort est plus faible que l'énergie rentrante. Donc si vous êtes rentré avec de l'UV, vous sortez dans le visible. Voilà. Alors, ce qui est intéressant à noter ici, c'est que cette transition-là est extrêmement rapide. Très rapide, ça veut dire que pour vous, pour notre œil à nous, c'est complètement transparent. Vous éclairez et ça émet. En fait, le délai, il est de l'ordre de la nanoseconde. Vous voyez, donc vous ne voyez pas. Ce qui le différencie, évidemment, de la phosphorescence. Alors la phosphorescence, le début de l'histoire, c'est la même. Hein. Vous envoyez de la lumière sur un atome qui l'absorbe, qui redescend comme ça. Mais là, il se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'au lieu de redescendre, on va dire quasiment instantanément sur son niveau fondamental, il transmet son énergie à un autre atome. Alors, et puis après, il se passe la même chose. Hein. Il y a émission de lumière là-bas. La différence intéressante ici, c'est que cette transition-là est extrêmement improbable, ce qui veut dire qu'elle va se faire très lentement. Et ça, vous savez que la phosphorescence, vous éclairez un objet phosphorescent, et puis il peut rester allumé, il peut continuer à émettre plusieurs minutes, voire plusieurs heures des fois. Alors, je ne vais pas en parler ici parce qu'on n'a jamais trouvé de phénomène de phosphorescence dans le monde vivant. Donc pour l'instant, c'est un phénomène qui est réservé aux minéraux, donc j'en parle pas. Voilà. Alors, je reviens donc à la fluorescence. Donc la fluorescence, très concrètement, ça se passe de la façon suivante. Alors, quelque part, on vit une époque formidable parce que emmener de l'ultraviolet en forêt tropicale, c'était pas si facile que ça il y a encore quelques années. Mais maintenant, on a la chance de disposer de LED, de torches LED comme ça coûte 15 €. Et vous vous baladez où vous voulez dans le monde avec une source d'ultraviolet. Et c'est la source de découvertes absolument fabuleuses. C'est un monde nouveau, là, qu'on découvre en forêt ou même chez vous. Hein. Regardez chez vous, éclairez toutes les pièces de la maison avec une torche UV, vous allez avoir des surprises, plus ou moins agréables. Donc l'exemple que vous avez ici, je le montre, c'est une belle découverte. Donc c'est un nid de polistes. Les polistes, ce sont des guêpes avec des tailles de guêpes très minces là comme ça. C'est un nid vietnamien. Et l'histoire là est qu'on se baladait dans la forêt avec nos torches UV et puis que tout d'un coup, en pleine forêt, on voit une lampe qui s'allume en face de nous. Alors ça, en général, ça fait peur. Personne ne va en forêt tropicale la nuit et quand vous rencontrez quelqu'un, souvent ce n'est pas des gens très, très sympathiques. Donc on a immédiatement éteint la torche et l'autre a fait exactement la même chose en face. Et puis on a recommencé, puis on a compris qu'en fait il n'y avait personne, c'était un nid de guêpes qui éclairait
littéralement une clairière quand on lui envoyait des UV dessus. Donc on a étudié ce nid, ça a été publié. Pour l'instant, c'est le champion du monde de la fluorescence organique. On n'a encore rien trouvé de mieux qui fluoresçait. Alors, bon, les applications possibles, on en parlera, et puis l'intérêt aussi, ce qui est compliqué, c'est l'intérêt de la chose. À quoi ça peut servir des phénomènes aussi marquants que ça? Sûrement à quelque chose. Voilà, donc là, je veux un simple panorama, une petite couleuvre vietnamienne attendez, je vais passer un peu vite, je reviens en arrière, si je peux. Voilà, vous avez la couleuvre ici en lumière visible, et puis vous l'éclairez. Vous lui envoyez un petit peu d'UV et elle va se mettre à fluorescer dans la tête dans le jaune et la queue dans le bleu. Petite araignée sauteuse également, vous voyez les pédipalpes de cette araignée. Là aussi, des rendements de fluorescence assez extraordinaires. Rien de plus banal qu'un lichen, plutôt moche, et en fait, vous les regarderez autrement quand vous les verrez en ultraviolet. Quand vous éclairerez avec des ultraviolets. Donc ça, c'est du lichen, tout bête, sur un rocher dans le midi de la France. Voilà. Je passe maintenant à la bioluminescence. Alors, la bioluminescence, là, c'est l'émission de lumière volontairement par un organisme vivant, c'est-à-dire que c'est maîtrisé. Cette fois-ci, la fluorescence, c'est pas maîtrisé. Il y a des UV, ça fluoresce, il n'y en a pas, ça ne fluoresce pas. La bioluminescence, c'est très différent. C'est l'organisme lui-même qui, pour mille et une raisons, envoie de la lumière. Donc là, c'est beaucoup de communication. Sur Terre, vous connaissez, c'est assez rare sur Terre finalement, hein, c'est plutôt un phénomène marin, très courant dans les mers. Sur Terre, c'est les lucioles évidemment que vous voyez ici, c'est quelques autres coléoptères, c'est des champignons, très étonnamment, des champignons font de la fluorescence. Et puis voilà, quelques arthropodes comme ça, mais finalement assez rares. Et puis évidemment, alors vous avez les magnifiques phénomènes de bioluminescence marine, là qui sont très courants, et on comprend aussi mieux pourquoi, si vous voulez. Passer les 100 premiers mètres, la mer c'est noir. Hein. Or, on a besoin de se voir, on a besoin de communiquer, donc c'est très développé. Alors, le principe, il est extrêmement connu depuis longtemps et très utilisé d'ailleurs. Hein. Donc vous avez une molécule qui s'appelle la luciférine, et quand vous la mettez en présence d'oxygène et sous l'influence de la luciférase, une protéine, vous avez oxydation, et le résultat de cette opération, c'est qu'à la fin, il y a un photon en plus qui se promène là-dedans, quoi. Alors, c'est des rendements extrêmement importants. Hein, les rendements de ces choses-là, ça frise les 90% en énergie. C'est-à-dire que vraiment, toute l'énergie que vous mettez à l'entrée, vous la retrouvez pratiquement en sortie. C'est utilisé. Hein, on sait synthétiser luciférine et luciférase, et donc vous avez plein de petits objets là comme ça. Vous les mettez en contact, et puis ça vous donne de la lumière pendant des heures. Voilà. Alors, avec tout ça, évidemment, un des intérêts sur Terre, c'est d'envoyer des signaux lumineux. Hein. Donc les lucioles, vous savez, elles communiquent comme ça, c'est un dialogue entre mâles-femelles, ils se reconnaissent entre espèces, etc. Quoi. Voilà. Et bien, dans la nature, vous pouvez également utiliser la lumière pour envoyer des signaux lumineux. Alors nous, on est très friands de ça. Hein. Mais ce que vous voyez à droite, je ne vous dis pas encore ce que c'est. Donc ce sont des cristaux photoniques, ceci dit. Hein. Et vous voyez qu'ils peuvent changer de couleur. Sous différentes contraintes. Donc ce que vous voyez ici, c'est simplement, je fais tourner l'éclairage autour du cristal, et vous voyez les différentes parties des cristaux qui changent de couleur comme ça, selon l'incidence de la lumière. Mais je pourrais le faire changer avec de l'humidité, par exemple. Hein. Sec ou humide, les cristaux ne sortiraient pas la même lumière. Avec la pression, ça marche aussi, enfin, avec la polarisation de la lumière. Alors, nous ne sommes pas sensibles à la polarisation de la lumière, c'est-à-dire que nous, on ne distingue pas des états de polarisation différents, mais il y a énormément d'organismes qui le font. Hein. Voilà.
Et puis, alors d'où ça vient cette chose-là? Ça vient de ce magnifique petit charançon, enfin petit, c'est une façon de parler. Donc charançon, une très belle famille de curculionidae, de leur vrai nom, et dont les corps sont couverts de petites écailles. Donc ce que vous voyez juste avant, c'était des écailles de ce charançon. Vous voyez ici les écailles de celui-ci. Alors, bon, voilà, c'est des objets absolument merveilleux. Les différentes couleurs ici correspondent à des... Donc, c'est un cristal, ça veut dire qu'à l'intérieur, vous avez un arrangement périodique. Hein. Cristal, c'est tout ce que ça veut dire, un arrangement périodique de la matière. Donc, c'est des trous avec de la chitine. Et les différentes couleurs correspondent à des orientations différentes de ces microcristaux que vous avez à l'intérieur des écailles. Voilà. Et puis, vous avez évidemment la même chose sur les papillons. Alors, bon, papillons, je ne vais pas en parler. Je fais que ça d'habitude, mais là, je change. Donc, là aussi, c'est un exemple de microcristal. Vous voyez, ici, c'est un cristal très simple. C'est un empilement de couches, hein, donc un cristal unidimensionnel. Et dans ce magnifique papillon, vous n'avez pas un poil de pigments. C'est uniquement des effets physiques. Hein, que vous avez là-dedans. Voilà. Et puis, voilà, encore un exemple très surprenant sur un organisme qu'on n'aime pas beaucoup d'habitude, c'est une blatte. Hein. Et bien, vous voyez les magnifiques couleurs de cette blatte. Encore une fois, c'est un empilement de couches minces qui donne ces aspects-là. Alors tout à l'heure, dans la présentation précédente, il parlait de ces fameux CHOMPS-là, donc carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore, et puis j'ai dû en oublier un, le soufre par exemple. Et pour faire toutes les couleurs que vous voyez là, en gros, ils ne sont même pas tous là, il n'y en a que 4 ici. Hein. Il y a de l'air et puis il y a de la chitine, c'est-à-dire du carbone, de l'oxygène, de l'azote, et c'est tout, quoi. Hein. Voilà. Et pour terminer, puisqu'il faut rattraper le temps, la combinaison des effets, c'est-à-dire que chez de nombreux organismes, vous avez cohabitation de fluorescence qui se produit à l'intérieur d'un cristal photonique. Alors ça donne des propriétés tout à fait extraordinaires. Donc je vous montre ici ce très joli longicorne d'Indonésie, qui s'appelle le Tricismus raffaella. Alors, c'est bourré de haute technologie, celui-ci, il change de couleur avec l'humidité également. Et puis, il faut le retourner, on n'y pense pas toujours, mais si vous le retournez, voilà ce que vous voyez dessous. C'est-à-dire que la partie ventrale est couverte de c'est des écailles, hein, en forme de poils comme ça. Ça va un petit peu trop vite, des poils en forme d'écailles comme ça, qui sont fluorescents, c'est-à-dire que quand vous envoyez de l'UV, ça se met à fluorescer dans le bleu, et ce que vous voyez là, c'est que la lumière ne sort que par la pointe des écailles, elle est guidée vers l'extérieur, alors probablement vers l'intérieur aussi, mais ça on ne le sait pas. Donc vous avez cet aspect-là si vous regardez d'un peu plus près. Et le secret de tout ça, c'est la structure photonique qui est à l'intérieur. Vous voyez que les poils sont constitués de cette espèce de structure hexagonale comme ça, qui est telle que la lumière ne peut pas sortir par les côtés. Elle est condamnée à se déplacer dans l'axe. Voilà. Donc elle sort vers l'extérieur. Elle est probablement conduite vers l'intérieur aussi, ce qui peut avoir un intérêt pour l'insecte, pour se chauffer. Voilà, écoutez, moi j'en reste là. Vous voyez qu'il y a 1001 façons d'utiliser la lumière. On pourrait en parler pendant des heures. J'ai mis de côté tout le côté énergétique. Hein. Les organismes vivants utilisent la lumière comme nous pour se chauffer. Certains même pour faire de l'électricité, c'est des choses assez nouvelles. Il y a des frelons qui fabriquent de l'électricité, des fourmis, donc qui ont finalement inventé les cellules photovoltaïques. Hein. Voilà, donc il y a plein d'aspects, mais là je me focalisais sur l'éclairage et on peut imaginer, et ça se fait déjà, il y a des tentatives d'éclairage par des algues, par différents organismes comme ça, des diatomées et autres. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si je peux poser
une question, effectivement. D'après ce que vous dites aussi, il y a, en termes d'énergie, là, on a des ouvertures formidables sur... si tout d'un coup, demain, ça devenait, non pas, je ne sais pas la taille du Charançon, parce que vous disiez... Vous imaginez la taille du Charançon, moi j'en sais rien, j'avoue. mais effectivement, si on peut travailler avec de l'azote, de l'hydrogène, de l'oxygène... Ça va venir un peu, si vous voulez. Les LED qu'on utilise actuellement, c'est vrai que pour la plupart, c'est des LED minérales. Donc c'est vraiment fait à base de semi-conducteurs, de silicium, germanium, voilà, qui pose un problème des choses comme ça. Pour les récupérer, c'est ça ? Mais vous savez qu'on commence à faire des LED organiques. Donc les LED organiques seront pas entièrement, mais en très grande partie composés de Champs. Composé de les fameux Champs, carbone, oxygène, hydrogène, et voilà. Alors, je ne crois pas que pour l'instant on sache faire des LED organiques dans l'ultraviolet. Je ne crois pas. Toutes celles qu'on utilise pour l'instant sont minérales. Mais pourquoi pas? En tout cas, c'est effectivement là aussi un champ. Prenons le bon de tout ça. Il y a un champ d'espoir. Il y a une question dans la salle. Alors, je ne sais pas quoi. Oui. Je vous en prie. Hier, juste, j'ai rencontré en fait ceux qui avaient monté une agence qui s'appelle Glowy. Je ne sais pas si vous les connaissez. Et notamment ça me dit quelque chose, Glopolis, qui a monté une gamme de mobilier urbain luminescent. C'est Sandra Ray et Geoffrey Ribéry. Et juste, ils viennent de fermer leur agence. Et on a encore les sites en ligne, c'est tout à fait passionnant. Et parce que justement, ils n'avaient pas encore... en fait, ils ont développé tout ça, mais c'est une fortune encore en fait à organiser, à faire. Donc on est au début de ça. Pour l'instant, c'est un peu de la science-fiction tout ça, si vous voulez. Ne serait-ce que les écailles de ce magnifique Charançon, aujourd'hui, on est absolument incapable de les fabriquer. Je travaille dans un laboratoire, l'Institut des nanosciences de Paris. On doit être 200 chercheurs. Pour l'instant, ce qu'on sait faire, c'est empiler des couches et empiler des billes. On ne va pas loin avec ça, si vous voulez. Et le Charançon qui fait ça depuis 175 millions d'années, ce qui est quand même pas mal, quoi. Je crois que là aussi, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous travaillez sur cette recherche de pointe. Vous dites, bon, on est aujourd'hui incapable de le sortir, de faire un truc à grande échelle. Mais si tout d'un coup, il y a aussi, de l'autre côté, à côté des chercheurs, des designers, des concepteurs qui vont tout d'un coup avoir envie de développer des choses, je pense que les deux peuvent s'allier. Bien sûr. Et ça, je crois que voilà, pour moi, c'est une des questions. Et puis, il y a quand même toute une hiérarchie dans ce que je vous ai montré là. Si vous voulez, la bioluminescence, c'est utilisé et connu depuis des lustres. La fluorescence, pour l'instant, on ne s'en sert pas beaucoup parce que l'UV, c'est un peu compliqué, l'UV quand même. Ça veut pas, c'est énergétique de produire de l'UV, ça consomme. Donc il faut voir aussi l'intérêt de la chose, si vous voulez. Et puis c'est dangereux pour les yeux. Donc ça veut dire que si vous éclairez un objet avec de l'UV, il faut de toute façon qu'il y ait une protection vis-à-vis des gens qui regarderaient des affiches ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on sait faire, ça. Vous voyez, le cristal photonique, c'est vrai que ça, c'est un peu de la science-fiction. Mais ça vient, hein, ça va vite même. C'est peut-être là aussi que le designer doit donner envie aussi. Voilà. Pour reprendre mon terme qui m'a marqué ces derniers temps sur le design de l'attention, je préférerais que les designers portent attention à des secteurs comme cela. Bon, en tout cas, je vous remercie infiniment, Serge Berthier.